Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. On va rester dans l'univers du trésor de l'aventure de la légende, mais cette fois-ci avec un gros plan sur la visualisation à distance. L'un des spécialistes en France est avec moi jusqu'à minuit, Michel Genovese. Michel, bonsoir. Bonsoir. Enquêteur extrasensoriel, on en parlait juste avant avec un peu Dominique Youngblood. La visualisation à distance, finalement, c'est les militaires qui l'ont utilisé en premier, cette visualisation à distance. Oui, absolument. C'est en vérité le Stanford Research Institute aux États-Unis qui a créé le code Pitch-Beacon durant les années 70 qui permettait d'améliorer ou de développer la faculté de clairvoyance. D'accord. Les autorités américaines s'étaient aperçues que des gens extrêmement doués, comme d'ailleurs le fameux Hugo Swann, maître en quelque sorte, à qui je rends hommage, qu'il est décédé il y a quelque temps, était capable de voir à travers les objets ou de faire en quelque sorte résonner les objets, les formes de vie et d'en tirer des images qui les permettaient de voir dans le passé et dans le futur. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Alors toi, on appelle ça en anglais le remote viewing, c'est ça? Remote viewing. One again. Le remote viewing. Je le dis à la one again. À la rien, en fait. Le remote viewing. One again. I speak very well British. Qu'est-ce qui, comment ça t'est venu, toi, ça? Bah, moi, j'étais pas dans le monde médiumnique avant, j'étais dans un autre secteur. C'est arrivé d'un seul coup, je veux dire. Tu t'es vu aller ailleurs? Non, même pas. Non. Ça a commencé, comme j'ai toujours expliqué, d'une manière très anodine, des fourmillements dans les doigts. On commence à toucher les gens comme on touche comme d'habitude, quoi, quand on est serré dans le métro, quand on est compressé dans les transports publics ou ailleurs. Puis d'un seul coup, ça vient des images mentales. C'est comme si vous essayez de visualiser un pays. Par exemple, vous êtes chez le dentiste et vous dites, le dentiste il vous dit visualisez, je sais pas moi, que vous êtes à Tahiti, pensez pas que je suis en train de vous soigner les dents. La visualisation à distance, c'est que vous visualisez des images qui vous appartiennent pas. Elles appartiennent à d'autres êtres, au corps. Ça c'est la différence avec moi qui suis sur le fauteuil du dentiste, parce que moi s'il me dit Tahiti, j'ai des repères, tu vois, je veux dire, j'ai des choses. Alors que toi, tu vas aller grâce à cette visualisation à distance découvrir des lieux que tu n'as jamais vus. Absolument. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Voilà. Jusqu'au point où tu es allé, et ça, tu peux aller sur la Lune, tu peux aller n'importe où en fait. Il n'y a pas de limite d'espace-temps. D'accord. Ça veut dire qu'un visualisateur à distance peut même aller, je peux pas dire aux confins de l'univers, mais peut aller vraiment très 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 loin dans le temps et dans l'espace. Actuellement, il n'y a pas de limite. D'accord. Donc, si je te demande là, par exemple, d'aller visualiser une planète, il faut quoi? Il faut que tu te poses, il faut que tu réfléchisses. Comment ça se passe? Il faut que tu te branches, il faut que tu te captes. Ouais, il me faut déjà un soutien photographique. Je veux dire quelque chose où je peux me brancher dessus, quoi. Si tu me dis d'aller visualiser une planète. Si je te mets par exemple une photo de la planète Mars. Voilà. Ouais. Tu peux là avant 23h, avant minuit, essayer peut-être de te brancher dessus ou pas? Je pourrais, mais moi, mon don, ça fonctionne pas de nuit, malheureusement. Le mien ne fonctionne que de jour. Ah, merde. Donc voilà, la nuit, je redeviens comme toi, en quelque sorte, un simple humain. Alors c'est que le jour. Oui, que le jour. Moi, ça fonctionne que le jour. Ça veut dire, ça carbure à la lumière du jour. C'est-à-dire qu'à peine la lumière du jour s'éteint, je vois plus rien, quoi. Et comment ça se fait? Je sais pas. J'ai jamais su. J'ai essayé de forcer, j'ai fait des tests, etc., mais c'est brouillé, quoi. Allume la lumière. Non, même pas. Allume la lumière. C'est le soleil qui vous donne de la force. Voilà, en quelque sorte. Oui, c'est la lumière du jour. Non, même en allumant la lumière, ça fonctionne pas. J'ai essayé déjà. Donc, je salue d'ailleurs EDF, qui va augmenter ses tarifs de 5% là. Oui, c'est vrai. Je vais pas les mouiner, là. Non, je vais pas allumer toutes les lumières, là. C'est quand même assez. Alors, ton domaine d'activité, donc, les gens. En fait, cette visualisation, putain, c'est pas facile à dire. Cette visualisation à distance, tu l'utilises pourquoi en fait? Toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, ça m'apporte beaucoup parce que j'ai besoin, en quelque sorte, d'extérioriser ce que je ressens. C'est comme si c'est comme un athlète qui est prêt à courir le 100 mètres et il est sur le starting block. Il peut pas rester continuellement sur le starting block parce que sinon il implose, quoi. Donc, je suis obligé de l'utiliser, en quelque sorte, pour me vider et me sentir bien physiquement. C'est pour ça que je l'utilise dans des consultations de voyance, dans des enquêtes, pour chercher des personnes disparues, dans tous les domaines, quasiment. T'es allé voir on parlait tout à l'heure avec Dominique Youngblood, juste avant toi, de l'OVNI en mer Baltique qui veut aller plonger dessus. Avec cette visualisation à distance, t'es allé voir cet engin qui est posé, 60 mètres de profondeur, 70 mètres, quelque chose comme ça, qui est assez incroyable. Tu nous avais dit que cet engin était habité, en fait, hein.
pour moi, oui, il y avait des gens qui étaient en état d'hibernation à l'intérieur. D'ailleurs, ça continue à se confirmer parce qu'il y a eu le magazine Monde Inconnu, pour pas le nommer. Le Monde de l'Inconnu. Le Monde de l'Inconnu qui a fait un article récemment où il y a eu d'autres informations directement par Peter Lindbergh, la personne qui dirige l'équipe des plongeurs, qui atteste qu'on est bien sur un ovni. C'est vraiment un ovni. Ouais. Et donc maintenant, il faudrait peut-être le remettre en surface, quoi, le faire monter, quoi. Ouais. Oui, parce que c'est assez hallucinant. Vous pouvez bien sûr aller sur le net, vous mettez OVNI de la mer Baltique, vous voyez cet engin qui est posé sur le sable. Ouais. Et toi, quand je t'avais demandé, parce qu'on avait fait l'émission dessus, je t'avais demandé d'aller visualiser à distance, tu m'avais dit, je vois des êtres en hibernation. C'est quand même un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont crachés sous l'eau. Ouais, absolument. Ouais. Et tu penses qu'ils vont partir ou ils vont pas repartir? On sait pas, en fait. Le souci, c'est que, comme j'avais dit dans mon enquête, le système s'est réactivé parce qu'il a senti un danger autour de soi. Et donc maintenant, quasiment ces êtres-là n'ont plus que deux choix. Le premier, c'est de rentrer en contact avec nous et partager leur technologie. Et donc, ça fera en quelque sorte une espèce de révolution au niveau mondial. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce que les services secrets du monde entier nous les laisseront faire? Ou le deuxième, c'est directement de réactiver tout l'engin, décoller et repartir. Michel Genovese avec moi ce soir pour la visualisation à distance. Alors, on était en train d'évoquer cet ovni de la mer Baltique qui est visiblement habité. Pas mal de plongeurs sont dessus. Aujourd'hui, il y a une expédition. On va voir, ça va peut-être bouleverser la face du monde. Mais il y a des choses aussi. On avait évoqué la zone 51. Là, c'est encore une fois, tu avais vu des ovnis là aussi. Hein. Oui, absolument. Ils avaient réussi à récupérer des épaves d'ovnis et les mettre dans cette fameuse zone 51, d'ailleurs qui est immense, hein, parce qu'elle descend, souterraine sur 10 étages quasiment. Hein. Et là, tu avais vu même des extraterrestres travailler avec les humains, en fait. Ouais, il y a une collaboration. Il y a une collaboration entre les humains et les extraterrestres. Quelle race exacte d'extraterrestres c'est? Je pourrais pas vous le dire exactement, mais il y a une collaboration et il y a un échange d'informations, de technologies. Je dirais plutôt eux nous donnent de leur technologie. D'ailleurs, quand vous voyez toutes ces nouveautés qui sortent dans le monde, posez-vous quand même des questions. Donc ça sort. C'est pas seulement peut-être humain. Hein, il y a quand même un peu d'extraterrestre dedans. Ouais. Et est-ce que il te faut une autorisation de visualisation? Est-ce que tu peux aller partout? Ou est-ce que on peut très bien te dire non, là vous n'avez pas le droit d'aller? Non, je pourrais aller en théorie partout. Après, il y a des barrières qui sont émises. Je veux dire, il y a d'autres visualiseurs qui sont entraînés par les services de renseignement ou ailleurs qui permettent de mettre des barrières, mettre même des barrières devant pour m'empêcher d'accéder à certains endroits. Si on me demande d'aller visiter la NSA, puisqu'on en parle beaucoup ces jours-ci. Ah bah oui, voilà, les affaires des écoutes. Voilà, je pourrais y aller. Mais certainement je pense que chez eux, on ferait en sorte de me faire aller à un endroit où il n'y a pas trop de choses à voir, quoi. Mais qui te ferait aller? C'est-à-dire que c'est d'autres personnes comme toi? Voilà, absolument. Ouais, qui mettent des leurs en quelque sorte pour essayer de me diriger ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'entre vous vous foutez sur la gueule, en fait, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les Américains, par exemple, ont des gens comme toi qui visualisent à distance et qui voient que finalement, toi, tu vas essayer de pénétrer leur système. Oui, absolument. Ils peuvent le faire comme eux. Ils peuvent, réussir à entrer dans nos systèmes à nous, dans nos renseignements secrets à nous, quoi. Est-ce que toi, tu vois de temps en temps justement d'autres visualisateurs à distance fureter en France, essayer de trouver des choses? Est-ce que tu les sens? Je les ressens plus que les voir. Je ressens leur présence en quelque sorte, leur aura, leur énergie qu'ils dégagent. Ils sont plus forts que toi ou quelqu'un d'autre, quoi. Donc, alors que moi, c'est difficile. En quelque sorte, entre nous, on se reconnaît en quelque sorte. Ah oui, c'est ça. Mais, là, mais vous les reconnaissez comment? C'est-à-dire, comment vous pouvez savoir s'il est français, anglais, américain? La langue. Voilà, tout simplement. Non, surtout l'endroit où il se trouve, quoi, le lieu où il se trouve. Quand je le visualise, ou du moins je le ressens, je ressens également l'endroit où il se trouve. Donc, je trouve des détails qui m'indiquent qu'il est russe, sénégalais, machin. Non, mais oui, américain. Voilà, américain ou quoi que ce soit d'autre. Mais quasiment tous les pays du monde, même qui veulent pas l'admettre, ont leur propre visualiseur à distance, quoi. Ils les entraînent secrètement. Ils vont pas étaler ça sur la place publique parce que ça ferait pas bien. Qu'est-ce qui les entraîne? C'est l'armée? Quelques services sans doute. Les policiers, de l'armée, les services secrets, les choses comme ça. Voilà, de ce genre-là, Il y en a beaucoup dans le monde, on sait qu'il y en a. Les visualisateurs à distance, ça se compte sur les doigts d'une main. Ah oui. Oui, c'est des gens qui sont vraiment très doués déjà dans ce qu'ils font. Ils sont formés pour ça. Donc ça court pas les rues, quoi. D'accord. Il faut d'abord être médium
Voilà. Déjà, il faut avoir la capacité d'être médium, déjà de ressentir quelque chose, et après d'améliorer cela sur des techniques de visualisation à distance. D'accord. Et donc, tu te branches sur cet endroit. Par exemple, on disait donc la zone 51. Tu prends une photo, tu te concentres dessus, et tout d'un coup, tu vas voir en fait des images arriver. Oui, absolument. Ouais, il y a des images qui apparaissent comme si vous êtes au cinéma. C'est comme si on vous projette un film. Moi, je vois des images et après, naturellement, dans ces images, il y a aussi un peu de pollution. Il y a mes propres images à moi, ma propre vie. Et donc, il faut absolument que j'écarte ces images qui viennent de moi-même pour retenir celles qui viennent de l'objet ou de la photo ou de ce que je touche. Et comment tu sais que tu ne les crées pas, ces images ? Que c'est pas ton subconscient qui crée ces images. Tu vois ce que je veux dire ? Le fait, moi, je vais rêver de faire l'amour avec Sharon Stone, ou avec Cameron Diaz de Charlize Theron, ou les trois en même temps. Les trois en même temps. Tu vois, je vais créer des images. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois, ouais. Quand est-ce que toi tu sais que si tu veux, il y a pas de, c'est pas toi qui les crée ces images ? C'est simple parce que quand nous on crée des images, on a déjà un point de rapport dans les images qu'on va créer, on les a déjà en nous. Tandis que ces images que je vois, je ne les ai même pas en moi, je ne les ai jamais vues. Donc, avant tout, je vois ces images et après, j'effectue quand même une recherche à l'extérieur de ce que j'ai vu pour voir si ces images correspondent à quelque chose. D'accord. Elles correspondent et donc automatiquement, elles ne viennent pas de moi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais ta visualisation à distance. Quand tu la prépares, tu vas pas te renseigner avant, mais plutôt après avoir fait. Non, après, toujours après. Je veux dire, je reste vraiment à l'état nu, quoi, totalement nu sur la visualisation. Je laisse venir les images, je trie le tout et après, j'essaie de voir s'il y a bien une relation dans la vie réelle de l'image que j'ai vue. Quelles sont les choses qui t'ont le plus bluffé dans cette visualisation à distance ? C'est l'occasion de voir des choses que le commun des mortels ne peut pas voir ? C'est te balader partout dans les endroits les plus secrets ? Ouais, c'est ce genre-là et surtout voir surtout tout ce qu'on nous cache, tout ce qu'on veut pas nous dire. On nous laisse vivre notre petite vie bien tranquille. Si on saurait, je veux dire, rien que 10% de ce qu'on nous cache vraiment, peut-être qu'on vivrait plus. Donc c'est ça qui m'a bluffé, je veux dire, dans le sens, on dit, bon Dieu, quand même. Hein. Mais qu'est-ce qu'on nous cache ? Une chose. Le secret de la vie, qui est là, qui nous dirige véritablement ? Ouais, de ce genre-là, le secret de la vie extraterrestre, plein de choses qui pourraient remettre, je veux dire, tout en jeu, toute notre civilisation, quoi. Mais il n'y a pas seulement ça, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Quand vous voyez des gens, vous leur serrez la main et vous voyez des images incroyables, vous dites, cette personne, bon Dieu, comment c'est possible qu'elle a ce genre de vie alors que c'est une personne... un certain si je te serre la main là, tu vas voir des flashs, moi. Ouais, mais là, on est de nuit. On est à 23 heures et je peux rien voir du tout. Merde. Par contre, moi, non, mais allume la lumière, merde, tu fais chier. Voilà, donc là, je suis obligé d'attendre le jour. Hein. Si je peux rester dormir dans le studio, à la première lueur de l'aube, pourquoi pas? Ça fait chier, putain. Moi, je me suis dit, ça y est, Michel Genovese, il va aller voir chez moi, il va aller voir tout ce qui se passe autour de moi, et il fait nuit. Eh oui. Là, je peux pas. En tout cas, vous l'aurez compris, tous les soirs, entre 21h et minuit, il se dit ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs. Visualisation à distance. Voilà bien un mot, une appellation barbare, hein, s'il en est, et on essaie de découvrir ce qui se cache derrière. Vous restez avec nous pour participer 36 28, vous dites à nous, ou alors contact @bob-toutelaverité.fr. Témoignage, révélation, c'est ce que je vous offre tous les soirs ici même. Ici, pas de faute, pas de cul, mais toute la vérité. Et ce soir, pour nous emmener jusqu'à minuit, Michel Genovese nous dit toute la vérité sur la visualisation à distance qui lui permet d'aller voir les endroits les plus secrets. On a fait la zone 51, c'est quand même assez incroyable. C'était aux États-Unis, un endroit où, semble-t-il, l'armée américaine cache des choses, des armes. C'est là où les militaires, c'est annoncé d'ailleurs, hein, fabriquent les futures armes. Mais c'est là aussi, semble-t-il, que la technologie extraterrestre aurait été récupérée et stockée. Et il semblerait, d'après ce que tu nous as dit, Michel, que les Américains travaillent avec des extraterrestres, mais de concert, hein, c'est-à-dire main dans la main. Hein. Oui, main dans la main, ça veut dire c'est donnant, quoi. Ils leur ont promis certaines choses aux extraterrestres et en échange, les extraterrestres leur offrent leur technologie. Les États-Unis veulent être le pays qui domine le monde et ils se sont placés en quelque sorte l'échelle très haut, quoi. Je veux dire, ils ont fait cette collaboration en sachant que quoi qu'il arrive, eux seront les premiers, quoi. Tu les vois, toi, ces extraterrestres, ils ressemblent à quoi, des êtres humains ? Quand tu es allé sur la zone 51, quand tu as vu ces extraterrestres, ils ressemblaient à quoi ? Ils nous ressemblent ? Ouais, quasiment, ouais, ils sont quasiment comme nous, quoi. Ouais, c'est-à-dire ils prennent forme humaine. Ah, ils prennent forme humaine. D'accord. Voilà. Donc, vous les verriez dans la rue, ils seraient comme vous, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc c'est ça qu'on appelle finalement cette colonisation, celle qui a déjà commencé. C'est-à-dire qu'elle est là déjà. Les extraterrestres sont parmi nous. Ah oui, ils sont parmi nous. Hein. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont extraterrestres ?
t'es con, quoi. mais toi, tu sais que t'es français ou quoi? Con, le mec. Non, c'est comme si une personne se demande s'il est italien ou s'il est français. Mais oui, mais ils le savent. Est-ce que tu peux aller voir à distance s'il est con, Mathieu? C'est 2 jours de nuit, ça marche. Non, je vais laisser perdre là. 2 jours de nuit. Je ne vais pas insister là-dessus, là. Non. Le mec est fou. Belle intervention. Ouais, voilà. Non, mais c'est très, très bien. J'assume, mais vraiment, c'est-à-dire que si on te le dit pas, tu le sais pas, en fait. Mais si. Mais toi, tu sais que t'es un garçon, par exemple. Voilà. Mais l'extraterrestre, il sait que c'est un extraterrestre. Il sait bien on va pas lui cacher à lui qu'il est extraterrestre. Sinon, c'est la grande manip, c'est le grand complot, même chez l'extraterrestre. Non, mais le mec, c'est la théorie du complot partout, si tu veux. Donc, le mec est fou. Qu'est-ce qu'on nous cache en termes d'extraterrestres, Michel? Toi, tu l'as vu, ce qu'on nous cache? Est-ce que, on parlait tout à l'heure dans la première heure avec Ludovic Chapier et Thierry Bégon de Ludovic a une image assez noire de ces extraterrestres. Il y a pour lui une colonisation possible. Est-ce que tu l'as vu, cette colonisation par les extraterrestres? Oui, absolument, un échange en quelque sorte. Ah, c'est pas pareil. Un échange, c'est pas pareil qu'une colonisation. Une colonisation, ça veut dire une colonisation pour échanger. Ça veut dire que le but des extraterrestres n'est pas un but amical, gentil, etc. Leur but, c'est nous coloniser et nous remplacer. Ah ben donc c'est pas un échange, hein, là. Ah c'est l'échange de personnes. Oui, en quelque sorte, c'est un échange actuellement. Ils font croire aux autorités américaines que c'est un échange, mais en vérité leur but final, c'est en quelque sorte nous éliminer, et prendre notre place. Ah, ils veulent nous éradiquer. Voilà. Très doucement, année par année, ils montent les uns contre les autres, ils créent des conflits, ils créent des zizanies à gauche et à droite, en montant les uns contre les autres. Ils attendent en quelque sorte qu'on se tape les uns les autres sur la gueule, quoi, façon de parler, voilà. Et de manière qu'eux, ils récupèrent le reste, quoi. On est dans la merde. On est dans les merdes. Est-ce que il s'impose à nous? C'est-à-dire que on voit, tu dis qu'il y a pour le moment, entre guillemets, une collaboration entre les Américains et ces extraterrestres. Est-ce que elle s'impose aux Américains? Est-ce que ou est-ce qu'il y a eu un pacte de passé, ou est-ce qu'ils se sont imposés aux Américains en disant de toute façon vous n'avez pas le choix parce qu'on est plus fort que vous? Ils se sont imposés absolument aux Américains. Ils ont dit carrément nous on détient les armes, nous on détient le moyen de vous anéantir. On peut anéantir la planète si on veut. Trouvons une collaboration et nous, on a besoin d'une place chez vous en quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Comme je dis, ils cherchent à prendre notre place en quelque sorte. Mais pourquoi ils veulent prendre? Parce que leur planète est morte? Leur planète est quasiment morte. Elle ne vit plus, quoi. Ils viennent chez nous pour trouver ce qu'ils n'ont plus chez eux. Ah ouais. Les ressources nécessaires à refaire une vie. C'est comme si vous allez immigrer dans un pays parce que vous n'avez plus de moyens chez vous. Voilà. Et eux, c'est pas des bons immigrés, quoi. Est-ce qu'on peut faire l'amour avec des extraterrestres? Non, parce que s'ils veulent s'imposer. Non, mais tu aurais peut-être vu avec la visualisation à distance. Mais attendez, dans les rencontres de troisième type, pareil, il y a eu Antonio Villaboas au Brésil en 58 ou en 57, a prétendu qu'il avait eu une relation sexuelle avec une femme extraterrestre. Ouais, bien sûr. Pour créer un hybride. Donc, en théorie, peut-être certaines races sont même portées à ce genre de choses pour essayer de faire des hybrides, des croisements, des expériences. C'est pas des conneries, hein. Donc, autre chose, bien sûr, lors de ces visualisations à distance, quand tu me disais tout à l'heure que parfois on t'empêchait de le faire, est-ce qu'il peut y avoir conflit, est-ce que tu peux souffrir, toi, de l'interdiction? Est-ce que, par exemple, quand tu te projettes dans un lieu et que on t'interdit de passer, on te le dit, ou ça peut être violent? Non, c'est jamais violent, c'est une espèce de censure. C'est comme si vous regardez un film, puis d'un seul coup, c'est l'écran noir qui descend. D'accord. Et on met censuré, interdit de garder, voilà. Ou qu'on censure des documents avec les gros stylos feutre noir, vous voyez pas, c'est tout. Voilà. Alors, parmi les voyages, les visualisations à distance que tu as pu mener, tu as travaillé également sur l'assassinat de JFK. Oui, absolument. John Fitzgerald. Très grande enquête. Alors, grosse enquête là-dessus. Qui est coupable? Les services secrets américains, certains stades des généraux américains, les Cubains et le syndicat du crime américain. Il y a eu une alliance entre tous ces beaux messieurs pour éliminer Kennedy. D'accord. Donc en fait, tout ce que tu me dis, c'est que tout ce qu'on nous a présenté, l'histoire telle qu'on a bien voulu, nous l'a montré. Disons que c'était Lee Harvey Oswald qui avait assassiné Kennedy. Alors bien sûr, mais est-ce que derrière, tu me dis que c'était les services secrets américains? Absolument. Lee Harvey Oswald était un pigeon utilisé par les services secrets américains et par les services secrets cubains
qui devait être sur place pour tirer 2-3 petits coups avec son petit fusil, faire croire que c'était un tireur d'élite, faire croire que c'était lui qui avait battu Kennedy. Absolument pas. Il fallait absolument qu'il soit sur place pour laisser des empreintes dans le fameux Texas où il y avait le dépôt de livres pour qu'on puisse le remonter jusqu'à lui. Mais c'est pas lui qui a tué Kennedy. La balle qui a tué Kennedy venait de face. Il a reçu 2 balles de face, à la gorge et à la tempe. Pas par derrière. Derrière, c'est Oswald avec 2 autres personnes. Mais les balles qui venaient derrière n'étaient pas mortelles. Les balles vraiment mortelles, les balles qui venaient derrière, c'était pour faire diversion. C'était pour que les services secrets américains, je veux dire le Secret Service qui était en protection du président, qui a d'ailleurs fait très mal son boulot ce jour-là, se tourne pour regarder d'où venaient les balles, pour laisser champ libre devant. Ah oui, donc on a fait, oui, ça a été un leurre, quoi, en fait, c'est ça. Oui, c'était un leurre, absolument. D'accord. Les balles que Kennedy a reçues dans le dos n'étaient pas mortelles. Il aurait survécu. D'accord. Mais c'était nécessaire pour que la protection de Kennedy tourne la tête. Bien sûr. Et regarde d'où venaient les balles, de telle manière à libérer les tireurs de devant. D'accord. Donc il y a eu d'autres balles qui Absolument. qui ont assassiné Il a Kennedy. été tiré ce jour-là 6 balles. D'accord. 3 derrière, 3 devant. Et quand tu fais une enquête comme ça sur JFK, est-ce que tu sens que tu vas la faire où d'ailleurs cette enquête? T'es parti pour savoir Non, j'ai pas été à Dallas. Non, mais tu t'es retrouvé sur les lieux à oui, cette époque-là? absolument. Ouais, voilà, j'ai pris des documents photos 24 heures avant l'arrivée de Kennedy du Dealey Plaza. Ouais. Des photos le jour même. Ouais. Où il y avait le défilé du cortège, à une demi-heure. Vraiment, j'ai restreint le temps, l'espace-temps, de telle manière à avoir plein de séquences d'avant, pendant et après. Et après, vous êtes allé dans le passé, en fait. Voilà, j'ai été avant tout dans le passé, 24 heures avant Kennedy, pour voir quelles étaient les équipes qui étaient en lieu. Quelle était, où était ce team de killers, comme ils s'installaient sur le Dealey Plaza, etc. Ouais. En quelque sorte, j'ai revu les événements. C'est comme si vous avez un DVD, vous remontez le DVD pour voir qu'est-ce qui se passe avant la scène qui va arriver après. Voilà. Par contre, le visualisateur à distance n'a aucune influence sur l'événement. C'est-à-dire que tu ne peux pas interférer. Non, on peut pas interférer. C'est comme si vous êtes au cinéma, vous voyez un film, vous pouvez pas interférer avec la scène qui se passe dans le film. Quoi. Ah ouais, moi des fois je rentre dans l'écran. Il est le cinéma. Moi, je suis le cinéma. Ah ouais, non mais donc tu as revu l'assassinat de Kennedy en fait. Ouais. Et donc en fait, ce qui est fabuleux, c'est que tu te places de chaque côté de la scène, voilà, tu peux aller partout. Voilà, pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire que toi, tu as accès à des angles de vue que la télévision, par exemple, qui a filmé l'assassinat de Kennedy n'avait pas finalement. Oui, voilà. Par exemple, Abraham Zapruder qui a filmé le fameux film de 35 secondes ou 36 secondes avait seulement un angle de vue face. Et on pouvait pas voir en reprenant de l'autre sens. Moi, j'ai pris des photos qui étaient faites de l'autre côté de la place. Et là, j'ai pu me concentrer et voir exactement où étaient les tireurs. Et donc, pourquoi tu disais Cuba? Parce que Cuba en voulait à Kennedy à cause de l'affaire de la baie des cochons. La baie des cochons. Voilà, il voulait lui faire payer cet affront parce que plusieurs anticastrites avaient été capturés et torturés et il fallait donc y arriver. Pourquoi la mafia était dedans? Parce que la mafia, monsieur Robert Kennedy, qui était le ministre de la Justice à l'époque, avait entamé une guerre totale contre la Cosa Nostra. Il voulait absolument la détruire. Et donc, on savait que si Kennedy aurait été réélu en 64, Robert Kennedy aurait été une nouvelle fois ministre de la Justice, et il aurait totalement anéanti la mafia. Il fallait donc le stopper. Il y avait 2 choix. Ou stopper Robert, ou stopper JFK. Ils ont choisi JFK. Ouais, ils en ont stoppé un paquet des Kennedy quand même. Hein. Donc Robert a suivi en 68. Robert y est allé aussi. Hein. Donc chacun son tour et jusqu'à John qui lui s'est mangé quelque chose. À propos de John, je vais revenir sur cette affaire-là dans une de mes enquêtes sur mon site web qui s'appelle Une étrange expérience. Et je vais révéler pas mal de détails qui n'ont pas été dits à l'époque. Et révéler réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que les médias ont dit il avait le pied dans le plâtre, il n'aurait pas dû piloter, mais il n'était pas vraiment coupable. Moi, j'étais à New York. Ce jour-là, quand il y a eu le crash de l'avion de John Kennedy, je me souviens, je m'étais réveillé, ça passait en boucle en fait sur toutes les télés. John Kennedy, avion disparu, etc. C'était quand même assez incroyable. Merci d'être avec nous ce soir. La visualisation à distance nous apprend beaucoup de choses sur notre histoire. Michel Genovese, visualisation à distance, assez incroyable cette technique qui est utilisée souvent par les militaires. Quand tu dis tout cela, Michel, t'as pas peur quand même d'être embêté, d'avoir des pressions, ou alors on te fait passer pour un fou? Ni l'un ni l'autre.
ni pression. T'as jamais reçu des coups de fil en disant attention à ce que vous faites, vous allez là où vous devriez pas aller? Non, absolument. Par contre, j'ai reçu parfois des messages malheureusement d'insultes, style illuminé, machin truc, etc. Il faut tout pour faire un monde, quoi. Les gens, de toute façon, ils disent ça même aux médiums traditionnels, donc je suis un peu dans le lot, quoi. Ils reprennent toujours le même discours qu'ils utilisent avec les autres, mais pas plus que ça. D'accord. Alors on va évoquer l'Arche d'Alliance, parce que ça c'est intéressant. En 2010, un ami policier te demande de retrouver le trésor des Templiers. Le fameux trésor des Templiers. Est-ce que tu l'as retrouvé? Oui, j'ai le. Fais-moi un chèque tout de suite. Je veux un chèque tout de suite, Michel. Désolé, je peux pas parce qu'il appartient à l'État français déjà pour Merde. commencer. Donc tu vas voir avec le ministère. Alors vas-y, qu'est-ce qui se passe? Comment tu commences à travailler d'ailleurs? Alors ça, c'est simple. C'est un ami qui travaille parmi nos amis des policiers à Paris qui a dit tu as un don de visualisation à distance. Je vais te soumettre un défi. Essaye de retrouver ou de localiser où se trouve le fameux trésor des Templiers. Donc le trésor des Templiers, ça remonte à quelques siècles. Il faut donc j'ai certains éléments pour que je puisse me brancher dessus. Donc je suis remonté à la source, donc à Jérusalem. Il fallait donc j'ai pris des photos de Jérusalem, du mur des Lamentations, etc. Et j'ai sondé sur les lieux pour remonter dans le passé et voir ce qu'avaient découvert les Templiers. Et alors? Ils ont découvert un trésor au-dessous du mont du Temple. Et parmi ce trésor se trouvait la fameuse Arche de l'Alliance. L'Arche d'Alliance, oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous vous rappelez dans Indiana Jones, voilà. Le premier, il cherche l'Arche d'Alliance. C'est la fameuse Arche c'est le bien archéologique le plus inestimable au monde. Qui est d'ailleurs gardé à la fin de Indiana Jones par les Templiers, parce que c'est un vieux Templier. Je crois, s'il joue dans le film. Oui, si à la fin, tu sais, il va dans une grotte et c'est un vieux Templier c'est les Allemands, c'est les nazis qui veulent récupérer l'Alliance. Ils l'ont mis à la sauce 1939. C'est américain. C'est américain, bien sûr. Mais n'oubliez pas que Steven Spielberg est juif. Bien sûr. Donc il avait quand même intérêt à faire ce film-là. Il voulait quand même. Il nous avait passé pas mal de messages. C'est un initié, Spielberg. C'est un initié, voilà. Donc il est très très fort. Voilà, il est très fort là-dessus. Et si vous regardez bien le film, il y a pas mal de détails dedans. Si on le décrypte bien, on le décortique, on voit bien que, il a fait un film à gros budget, il a voulu faire du fric dessus, etc. C'est du business. C'est un faiseur de rêve. Mais il a quand même lancé le rêve, puis il a relancé cette chasse à l'Arche de l'Alliance qui s'était un peu éteinte. C'était aussi son but, quoi. Faire que les gens rêvent dessus, quoi. Mais en même temps, il a fait aussi la liste de Schindler. Donc tu vois, d'un côté, il fait le rêve, de l'autre côté, il travaille vraiment sur la véracité des. Oui. Il n'y a pas seulement que le rêve. Voilà, il fait aussi l'histoire. Duel. Alors, l'Arche d'Alliance. Donc, comment tu travailles? Tu vas où? Tu vas donc Jérusalem. Tu t'aperçois que les Templiers ont trouvé ce trésor. Voilà, absolument. Okay. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça t'emmène où cette enquête, cette visualisation? Elle t'emmène où? Elle me fait retourner en France avec les Templiers. Là, j'arrive à localiser des zones en France même. On est où? Là, avant tout, on remonte en 1128. Où les Templiers ramènent l'arche sur le territoire de Champagne, en France, où là, l'arche est entreposée, elle est stockée dans un endroit secret, le temps qu'ils construisent un autre tunnel plus sécurisé dans le sud de la France. D'accord. Donc je suis cette ligne-là, je suis tous ces indices, et après je vais automatiquement sur le terrain, ce que j'ai fait en août 2010, en août 2010, et je l'ai refait également l'année passée, en août 2012, pour trouver sur le terrain les indices que j'avais vus, quoi. D'accord, donc tu as voulu avoir la preuve de ce que tu avais visualisé à distance. Absolument. Voilà. D'accord. Donc là, t'arrives quoi? Tu vas sur le terrain, tu vas dans le sud de la France. T'as pas trouvé l'Arche d'Alliance quand même? J'ai trouvé le tunnel où est entreposé le trésor des Templiers. Et l'arche est là. Tu sais où elle est? Oui, absolument. Je l'ai même dit au ministère des Biens culturels. J'ai envoyé un courrier en septembre 2012. Où, plus sérieusement possible, j'ai invité Madame Filippetti à prendre en considération cette découverte et à me donner les autorisations pour pouvoir aller, en quelque sorte, explorer l'endroit. J'imagine que tu les as pas eues. Non, non. Mais il faut dire que, n'oubliez pas que la France a la disposition, à la législation la plus rigoureuse au monde en ce qui concerne les découvertes archéologiques. Bien sûr. Ça veut dire, les anglo-saxons, ils sont plus maniables, les Anglais, les Américains, ils disent, il y a un trésor à prendre, on fait 50-50, du style, je te donne les autorisations, tu t'organises, mais n'oublie pas, 50-50. Tandis que les autorités françaises... C'est 100% France, c'est 100% pour la France. La France, si c'est territoire d'État, le trésor appartient au propriétaire du fonds, plus à l'État. Bien sûr. Voilà, à 50 cm au-dessous du sol, c'est l'État. Ouais. Donc,
Le problème avec la législation française, c'est qu'elle est tellement rigoureuse, mais tellement rigoureuse qu'elle boucle tout, quoi. Ouais. Elle ne donne pas les autorisations ainsi. Elle peut mettre un temps infini, quoi. Et t'as eu au moins un retour de Filippetti? Non. Rien du tout. C'est-à-dire que voilà, on t'a dit. Non, on m'a rien dit du tout, quoi. Laissez passer, quoi. En gros. Je sais pas ce qu'ils ont fait de mon courrier. Allez savoir, peut-être qu'ils l'ont cadré au ministère. Alors, donc ce tunnel, tu le vois, il se trouve où ce tunnel? Dans le sud de la France. Ouais, mais où dans le sud? Dans la région de l'Aude. Dans l'Aude. Voilà. D'accord. Voilà. Et on peut y rentrer facilement? C'est pas aussi évident que ça. Hein. Il faut faire gaffe quand même. Hein. D'accord. Il y a des pièges? Non, il n'y a pas de piège. On n'est pas dans Indiana Jones. Il n'y a pas des flèches tueuses. D'accord. Les Templiers ont laissé des indices bien précis. Ouais. Quels sont-ils ces indices? C'est quoi? Il y a des mots. Il y a des. Non, c'est des formes, des images. On voit directement un casque templier qui est gravé dans la roche, qui indique l'entrée du tunnel. Ouais. Et après, il y a la sortie du tunnel un peu plus haut, en amont. D'accord. Et alors, dans ce tunnel, il y a une salle où il y a l'arche, c'est ça? Il y a 4 salles. 4 salles. Les Templiers ont fait une espèce de tunnel circulaire. Ouais. Où on rentre dedans et après, chaque chambre octogonale possède des archives ou un trésor. D'accord. Et là, c'est dans le sud de la France. Et aujourd'hui, là, actuellement, ce tunnel existe. Ah oui, absolument. S'il y aurait une expédition qui irait maintenant, il pourrait peut-être, je pense. Et il est en bon état, ce tunnel? Oui, il est en bon état. C'était des sacrés constructeurs. Les Templiers, quand ils construisaient, c'était du solide. Hein, ça tient le coup, quoi. Je veux dire, c'est vraiment du béton. C'est pas notre béton d'aujourd'hui, quoi. C'est vraiment des gros blocs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce trésor? C'est la question que je vais te poser dans un instant. Ouais. Avec la visualisation à distance, tu vas pouvoir nous dire de quoi est constitué ce trésor des Templiers, l'Arche d'Alliance bien sûr, mais pas que ça. On va découvrir tout cela juste après la pause. Merci d'être avec nous et d'être nombreux chaque jour à parler de cette émission à vos amis via les réseaux sociaux. Continuez à le faire. Vous avez pour cela le Facebook Bob vous dites la vérité ou encore le Twitter Modiès Bob Vérité. Excellente nuit où que vous soyez jusqu'à minuit, la visualisation à distance. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour Michel Genovese, mon invité, d'aller voir en se concentrant un lieu, une base, un sous-marin et l'intérieur de ces installations en restant chez lui. C'est une technique militaire, en tout cas, non. Une technique médiumnique utilisée par les militaires et nous étions en train d'évoquer le trésor des Templiers puisqu'un ami policier t'a demandé de retrouver ce trésor des Templiers et Michel, tu l'as retrouvé dans le sud de la France. Donc un tunnel avec 4 salles et dans ces salles octogonales, il y a le trésor des Templiers. Oui, il y a le trésor des Templiers composé par une partie du trésor qui avait été évacuée du temple de Paris en 1308. Ouais. Plus le trésor des Wisigoths qu'ils avaient récupéré à Carcassonne. Ouais. Je rappelle que le trésor des Wisigoths, les Wisigoths avaient pillé Rome et avaient récupéré une partie du trésor qui venait du temple de Jérusalem également. Plus des archives, des documents vraiment inédits qu'on n'a jamais vus, voilà. Et après, il y a le trésor le plus gros, le plus fort. Ouais. C'est l'Arche de l'Alliance qui vient du premier temple de Salomon, plus quelques artefacts qui étaient avec l'Arche. Alors, l'Arche d'Alliance, c'est une valeur archéologique inestimable. Absolument. Une valeur archéologique inestimable. Ça veut dire... Elle fut créée quand, cette Arche d'Alliance? C'était au temps de Mosée, il y a 4000 ans. Hein, d'accord. D'accord, c'est au temps de Moïse, en fait, c'est ça? Ouais, c'est de ce temps-là, de cette époque-là. D'accord. Et alors, elle évoque quoi, cette Arche d'Alliance? C'est quoi Alors, si on veut parler de la monnayer, je veux dire... Ouais. Faut parler peut-être en milliards de dollars déjà. Ah oui, carrément. Ouais, voilà. Parce qu'on a dit qu'elle n'existait pas, on a dit que... Oui, on a dit plein de choses. On a dit qu'elle était en Éthiopie, on a dit qu'elle était en Afrique du Sud. On dit pas mal de choses. Parfois, il se passe pas un mois qu'une équipe archéologique dit « je l'ai retrouvée là, je l'ai retrouvée à gauche, je l'ai retrouvée à droite ». Elle est en quoi? Elle est en bois d'acajou recouverte d'or. Ah, carrément? Ouais. D'accord. Ok, elle est grosse ou pas? C'est gros ou pas? Non. Si je me rappelle bien des mesures, ça va être, je pense, 1 mètre de large sur 1 mètre 10 de long. Je pense, ça doit être ce genre-là. C'est pas si énorme que ça. D'accord. Et elle contient quoi? Les tables des 10 commandements. Donc de qui ont été remis à Moïse. Puis le bâton d'Aaron. Ouais. Et le vase d'or contenant la manne. La manne, c'est ce qui avait été donné au peuple hébreu quand il mourait de faim durant son exil depuis l'Égypte pour retourner en terre de Canaan. D'accord. Et alors,
il y a quoi? Elle est posée sur quoi quand tu vas dans ce tunnel? Elle est posée sur quoi? Sur Attention, il faut bien préciser, c'est quand même, il faut être très 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 prudent. Ça veut dire, l'arche dispose d'un système de défense. Vous êtes en présence quasiment de l'éternel. Vous êtes en présence, d'une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous, humains, on n'est rien à côté, on n'est que de la poussière. Ça veut dire, pas n'importe qui peut se présenter. La personne doit être en quelque sorte pure, au niveau ne pas avoir de mauvaises pensées, ne pas craindre, ne pas avoir de peur. Il faut vraiment, si une équipe irait pour récupérer l'arche, il ne faudrait pas qu'elle descende comme récupérer un simple trésor, quelque chose. Il faut vraiment lui porter le plus grand respect. C'est pour ça que j'ai toujours dit à ceux qui m'ont interpellé là-dessus, en me disant c'est pas dangereux, etc. C'est pas dangereux si vous allez là-bas avec de bonnes intentions. Si vous allez là-bas avec le cœur pur. Nous, on s'imagine, comme on vit dans notre monde matérialiste, qu'on connaît tout, on croit tout, on sait tout, on a tout vu, mais c'est pas vrai. Après, croyant pas croyant, excusez-moi. C'est son téléphone, on l'appelle, c'est Dieu qui l'appelle. Arrête, parce que en fait, non, mais il y a pas. Oui, c'est Dieu qui l'appelle. Je crois pas. Tu arrêtes, Michel, de parler de l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, ça veut dire quoi quand tu dis que c'est l'éternel? Ça veut dire que c'est la puissance de Dieu. Voilà. Au-dessus de l'arche, il y avait ce qu'on appelle le promontoire, où l'éternel siégeait et parlait à Mosée et au peuple d'Israël. Donc, c'est pour ça que décidément, visiblement, tu vois, il veut te parler. Donc voilà. Je vais devoir boucler le téléphone, excusez-moi. Ouais, mais c'est pas grave, on est en direct, donc ça pose aucun problème. Voilà. Tu vois. Je suis beaucoup demandé. Très demandé. Je suis beaucoup demandé. Ouais. Alors oui, donc au-dessus de cette arche se trouve donc le trône où considéré comme la résidence terrestre de l'Éternel. Voilà, en fait. absolument. C'est ça. La résidence terrestre de l'Éternel. C'est pour ça qu'il a une telle valeur symbolique que même si l'arche est actuellement, désactivée dans le sens où elle ne brille pas, elle ne rayonne pas, il faut quand même y aller, avec le plus grand respect. Quoi. Alors toi, quand tu fais cette visualisation à distance, tu as toutes les autorisations pour y aller. On te met pas, on t'interdit pas d'y aller. Non. Attention, pas sur place. En faisant cette visualisation à distance, tu as pénétré dans ce tunnel. Personne t'a interdit d'aller là ou là. Non, absolument pas. Non, il n'y a pas de là-dessus. Au niveau du trésor des Templiers de l'Arche d'Alliance, il n'y a aucune barrière de quelque chose que ce soit, parce que les autorités, en vérité, les autorités archéologiques officielles ne croient pas au trésor des Templiers. Ils ont toujours dit que ce trésor n'existait pas, que c'est une légende. Donc il n'y a pas vraiment aucune barrière de quoi que ce soit. On peut même aller sur le terrain même. Personne garde ce trésor. Non, personne ne le garde, puisque en théorie officiellement il n'existe pas ce trésor. Donc automatiquement il n'y a pas de garde. De toute façon, avec l'arche de l'Alliance au sein du trésor, et meilleure garde que celle-là, il peut pas avoir. C'est une garde vraiment, spirituelle. Ça veut dire que si quelqu'un pénètre dans ce tunnel où il se trouve le trésor des Templiers, tu rentres à l'intérieur. Si jamais tu touches l'Arche d'Alliance, il peut t'arriver quelque chose, qu'on voit bien que on peut pas la toucher dans Indiana Jones, c'est-à-dire que non, on peut pas la toucher, et là en France, donc on ne peut que constater qu'elle est dans le sud de la France, dans un tunnel, mais on ne pourrait pas la prendre et la mettre dans un musée, par exemple. Ah non, c'est impossible. Même, je vous ai dit, c'est une puissance incroyable. On peut pas se rendre compte. Si on manipule mal l'Arche de l'Alliance, elle pourrait libérer une espèce de protection qui pourrait envahir toute la Terre. Là, c'est vraiment plus une plaisanterie. L'homme ne peut absolument rien faire contre une telle puissance. Rien. Absolument rien. Nous ne sommes rien devant ça. Mais si tu me dis que c'est Dieu, cette puissance, en fait, c'est ça. Voilà. Mais Dieu, pourquoi il voudrait nous faire du mal? Non, il veut pas. Non, il veut pas nous faire du mal. Au contraire, il veut nous protéger. Mais il veut qu'on lui porte le respect. Il veut que la procédure soit vraiment respectée. Quel est l'intérêt d'avoir cette Arche d'Alliance pour lui, en fait? Parce que si on a mis les tables des 10 commandements dans cette arche, on sait très bien ou Dieu peut-être savait très bien qu'un jour il se serait retrouvé. Donc, mais c'est prévu. Il y a il y a une prophétie du petit prophète Ovadia qui indique bien que la libération viendrait du sud de la France et qu'elle viendrait donc de l'arche, que l'arche serait redécouverte et donc ramenée
à Jérusalem, ce qui permettrait de rapporter la lumière au monde. D'accord. Donc là, on pense, et on sait dans combien de temps ça va se passer, ça ou pas? Tu as à peu près une période. Est-ce que nous, de notre vivant, on va le vivre, la découverte de cette arche, ou c'est dans 100 ans, 150 ans? Ah non, moi j'avais prévu, dans ce que je faisais moi pour la récupération de l'arche, de mettre une période fixée entre 2012 et 2014. Ah, on risque de retrouver l'arche d'alliance entre 2012 et 2014. Si par exemple, demain, Madame Filippetti me donnerait les autorisations, on pourrait faire ça même dans les mois qui suivent. Mais tu sais, toi, tu connais l'adresse exacte du tunnel. Je sais pas si on peut dire, je dirais plutôt la géolocalisation. Voilà. Trouver la parole de l'endroit où il n'y a pas vraiment d'adresse, quoi. C'est pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si demain on te donne l'autorisation d'y aller, tu y vas les yeux fermés, tu sais où ça se trouve. Ah oui, je sais où ça se trouve, donc je pourrais aller les yeux fermés, peut-être pas, mais. Pourquoi tu y vas pas? J'y suis déjà allé. J'ai été 2 fois sur le terrain. Physiquement? Oui, physiquement, en 2011 et en 2012. Mais tu as vu l'Arche d'Alliance? Est-ce qu'on peut dire qu'on voit l'Arche de l'Alliance vraiment? Je me pousserai pas aussi loin. Je dirais quand même que j'ai vu l'endroit où elle est. Mais t'es pas rentré dans le tunnel? On peut rentrer dans le tunnel, il n'est pas interdit d'y rentrer. On peut pénétrer, on peut visiter. Mais il est trouvable facilement, ce tunnel? C'est-à-dire que quand tu arrives sur place, toi, quand tu y allais, c'est quoi? Il a fallu que tu débroussailles, ou est-ce que non. Il y a une porte et tu rentres? Non. Pas débroussaillement, non. Il y a un rocher où il y a une tête d'un templier qui est dessus, qui indique l'entrée. Donc, on peut rentrer, il n'y a pas de souci. Mais donc, il est à la vue de tout le monde, ce tunnel? Non. Et c'est ça que si vous voulez cacher quelque chose, il faut le mettre à la vue de tout le monde. Il faut pas le cacher dans une forêt ou ailleurs. C'est comme si moi je vous mets un porte-monnaie par terre, vous voulez le cacher, vous verrez que les gens vont passer devant et ne vont pas le voir. Moi, je suis très, très porte-monnaie, moi. Donc, moi, je regarde très façon de parler que souvent le meilleur des camouflages, parfois, est le plus simple. Ouais, mais c'est ce qu'on dit, c'est vrai. Ouais. Mais donc, ça veut dire que toi, tu rentres dans ce tunnel. Tu n'es pas rentré dans le tunnel, en fait, hein, physiquement. Tu es rentré en visualisant à distance, hein, c'est ça? T'as eu peur de rentrer dans le tunnel ou pas? Non. Il n'y a pas de crainte. Même d'entrer physiquement, il n'y a pas de crainte. Il faut juste être prudent, je veux dire, dans le sens qu'on sait qu'on touche à quelque chose qui est très important. C'est sacré? Il y a du sacré, il y a beaucoup de sacré. Est-ce que tu as senti une énergie quand tu es rentré dans le tunnel? Oui, absolument. Il faut être très prudent. Il y a une énergie qui est très, 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 très forte, qui sommeille dans le tunnel. Mais tu t'es pas senti petit joueur là? Moi, je sais pas. Moi, bon, tout le monde n'est pas Indiana Jones, hein, mais même lui, il se retrouve face à quelque chose d'assez dingue qu'est l'Arche d'Alliance. Non, mais si on est humble dans son cœur, il n'y a pas de souci. Tout être qui vit sur la terre, s'il est humble. En face de l'Éternel, soit béni son nom, n'a aucune crainte. C'est les personnes qui veulent se croire plus de ce qu'ils sont, qu'ils ont de mauvaises motivations ou une mauvaise ambition, qui peuvent craindre quelque chose. Mais une personne qui est saine vraiment dans son cœur, qui n'a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de souci. Et est-ce que c'est un rocher? Ce tunnel avec une tête de templier, et tu pénètres dans une grotte, j'imagine, c'est ça? Non, c'est même pas une grotte, c'est des escaliers qui descendent, qui donnent accès à un tunnel circulaire, avec 4 pièces octogonales. D'accord. Il y a marqué ici dépose l'arche, repose l'arche. Il y a marqué quoi? Comment t'as su que c'était là, toi? On le ressent. On le ressent. Il n'y a pas vraiment d'indication des Templiers qui indiquent dessus, ici, si vous continuez à gauche, vous trouvez le feu rouge, vous passez à droite. Non, on ressent simplement la forte énergie, parce qu'on peut aussi percevoir la lumière de l'arche au fond du tunnel. On voit une lumière qui brille, et on sait que l'arche est là. Ah donc, elle est toujours lumineuse, cette arche. Voilà, absolument. Elle vit. Depuis des siècles, elle est toujours pleine de vie. Elle vit, elle nous survivra, même elle vivra pour l'éternité. Elle est en quelque sorte indestructible. L'Arche d'Alliance ce soir avec Michel Genovese qui fait de la visualisation à distance. Alors Michel, avec ta visualisation à distance, tu as pu retrouver donc le trésor des Templiers, l'Arche d'Alliance. Quand on dit trésor, il n'y a pas que l'Arche d'Alliance. J'imagine, est-ce qu'on a imaginé des bijoux, des choses comme ça? Parce qu'il faut savoir que les Templiers pillaient aussi, volaient à droite, à gauche. C'était pas les enfants de cœur. Hein. Est-ce qu'on y trouve de tout? Oui, on y trouve de tout. On y trouve des archives, les comptes rendus, tout l'or qu'ils avaient amassé durant des siècles, une partie du trésor du Temple de Paris qui a été rejoint par l'autre trésor qui avait déjà été mis en sécurité en 1295.
Et donc, oui, il y a quand même une sacrée fortune là maintenant. Il y a quoi renflouer un État, quoi. Ah oui, vraiment? Je pense que oui. Et t'as pas été tenté, toi, une fois que t'es allé sur place, choper 2-3 Non, un non, petit peu, quoi. non. Tu sais quoi, t'as peur? Non, c'est une question de respecter la législation qui est en cours et donc de faire les choses correctement, quoi, de les faire bien, de pas faire comme on fait les autres. Il ne faut rien toucher, il faut jamais rien toucher sur un site archéologique, quel qu'il soit. Il faut avant tout déjà le banaliser, le localiser et après se remettre aux autorités pour faire une exploration plus attentive parce qu'il y a des pièces de très grande valeur. On peut rien toucher, même pas d'un millimètre. C'est une question de respect, quoi. Tu es le seul à avoir découvert cet endroit? À ce jour, il me semble que oui. Ouais. J'ai pas eu d'écho que d'autres personnes aient atteint cet endroit ou l'aient localisé. Je sais que beaucoup cherchent du côté de Rennes-le-Château avec la fameux trésor de la Bessonnière. Non, à part l'endroit que moi j'ai localisé, je pense d'être le seul. Ou si d'autres l'ont localisé, ils n'en ont pas fait écho. Et dis-moi, quand tu as fait ton enquête en visualisation à distance, donc tu savais pas où aller, autant quand tu es allé à Jérusalem, t'avais une photo de Jérusalem, du mur des lamentations, donc t'avais des flashs qui venaient, t'as pu te diriger, mais tu savais absolument pas où était l'Arche d'Alliance. Qu'est-ce qui t'a amené dans le sud de la France? Parce que là, pour le coup, t'avais pas de repères. Non, j'avais pas de repères, mais je me suis quand même basé sur des documents historiques. Ouais. On savait que quasiment toutes les recherches au sujet de ce fameux trésor avaient été faites dans la région de l'Aude. Ouais. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai déjà sondé un peu dans ce qui était la région Champagne de l'époque, pour revenir après sur l'Aude et voir s'il y avait quelque chose qui irradiait dans l'Aude. Et c'est là où j'ai localisé qu'il y avait quelque chose. J'ai localisé l'endroit. Mais il a fallu que j'aille sur le terrain, par 2 fois de suite, enfin, à faire le touriste en quelque sorte, et voir si je retrouvais sur le terrain les indices que moi j'avais visualisés. Je m'étais ramené des dessins que j'avais dessinés de ce que j'avais vu, pour comparer sur le terrain si c'était vraiment réel. Et sur le terrain, c'était réel. Il y avait ces indices. Alors, quels sont là, on a bien vu, on a parcouru quelques-unes de tes enquêtes en visualisation à distance, l'OVNI de la mer Baltique, la zone 51, l'assassinat de JFK. On avait évoqué les pyramides de Chine ici. Je me souviens, on t'avait demandé d'aller voir un petit peu. Là aussi, tu t'étais revenu avec le constat que tous les gens ont, c'est-à-dire énergie. Et toi, tu avais dit que c'était aussi là encore des vaisseaux carrément. Hein, oui, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit également qu'elle devait servir d'arme ultime pour relancer notre Soleil quand il mourrait dans 4 milliards d'années. Il y a vraiment une technologie dans ces pyramides, comme pour je suppose celle de Bosnie. Alors il y a un endroit qui fascine l'homme actuellement, c'est la planète Mars. On a plusieurs sondes et notamment la sonde Curiosity qui actuellement gratte, fouille, cherche sur la planète Mars à l'heure où l'on parle. On est content parce que il y a une société française, même deux, je crois une à Toulouse et une à Paris, qui ont permis à ce robot de trouver des choses puisque visiblement on a collaboré avec la NASA. Mais les informations nous arrivent au compte-gouttes, on ne sait pas forcément tout. Toi, tu es allé sur la planète Mars. Oui, j'ai été visualisé sur la planète Mars pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. J'ai dédié sur mon blog, sur mon site web, des enquêtes là-dessus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Déjà, les artefacts d'une civilisation extraterrestre qui a vécu il y a des milliers d'années. D'accord. Donc là, on a les traces d'une civilisation extraterrestre qui aurait vécu sur la planète Mars. Qui aurait vécu sur la planète Mars. Parce qu'on a retrouvé, semble-t-il, de l'eau, voilà. Mais donc toi, tu es sûr, la planète Mars a été habitée. Oui, elle était habitée. C'était en quelque sorte une jumelle de la Terre. Mais il s'est passé que dans le temps, le Mars s'est peut-être trop approché de notre Soleil. Il a perdu son atmosphère et la planète est morte. Donc, est-ce que les civilisations extraterrestres de Mars étaient à l'identique de celles que l'on a aujourd'hui sur la Terre? Identique, je dirais pas exactement à l'identique. Peut-être au niveau technologique plus avancé que nous. Mais ils nous ressemblaient? Oui, ils nous ressemblaient, oui. Physiquement? Oui, physiquement également, oui. Ils ont bon goût. Il y avait surtout des bobs en fait. Ah ben oui, surtout. Là, ils ont très bon goût. Très très bon goût. Donc, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu la fin de cette civilisation? C'est quoi un cataclysme naturel. Climatique. Ouais, climatique. Voilà. La planète Mars s'est trop approchée de notre étoile et son atmosphère s'est évaporée. Et pour ça, qu'on retrouve encore des canaux avec de l'eau sur Mars, c'est vraiment les vestiges de cette époque. Et tu penses
qu'on va retrouver parce que tu dis qu'on a des artefacts, donc des preuves d'une civilisation passée sur Mars. Tu penses qu'on va en retrouver beaucoup? Là, on voit la sonde Curiosity où est-ce qu'on en a déjà retrouvé et on veut pas le dire? Sans doute, on en a retrouvé pas mal. Hein. Le fameux visage de Mars, déjà. Les fameuses pyramides de la zone Cydonia autour du visage. Ça, c'est déjà des preuves. En plus, notre cher Curiosity, qui a été trop curieux, a voulu trop creuser. Il a sorti d'autres preuves, des cailloux, autre chose. D'ailleurs, il avait été dit, je crois, que le directeur de l'opération là de Curiosity avait dit qu'ils avaient trouvé des choses incroyables et il était revenu sur ses déclarations 48 heures après. Et est-ce qu'il ferait pas mieux d'aller au fond de la planète, c'est-à-dire un petit peu plus profond pour trouver des ossements, des choses comme ça? Oui, absolument. Il devrait creuser moins 50 cm ou 1 mètre au-dessous. 1 mètre peut-être pas trop, 50 cm, 80 cm. Rien que ça. Il découvrait des choses. On dit qu'on a découvert aussi des pyramides sur Mars, c'est ça que tu disais? Des pyramides, absolument, des formes pyramidales. D'accord, à l'identique de celles qu'on en a sur la Terre? Quasiment, ouais. Est-ce qu'on a eu un lien avec Mars, nous? Est-ce que les terriens, à un moment donné, est-ce que la civilisation terrienne, les anciennes civilisations, parce qu'on a vu tout à l'heure avec Dominique Youngblood qu'on a eu des anciennes civilisations, et on s'en aperçoit de jour en jour aujourd'hui. On a là aussi des preuves de ces anciennes civilisations qui, bien avant la nôtre, a existé et était suffisamment brillante technologiquement pour faire des pièces de nanotechnologie, d'utilisation de cuivre, etc. Est-ce qu'à un moment donné, on a vécu en même temps? Est-ce que sur Terre, il y a eu de la vie en même temps que de la vie sur Mars? Oui, absolument. Quand il y avait la vie sur Mars, il y avait également de la vie sur Terre. Mais c'était pas au même degré de civilisation. La civilisation martienne était en avance des milliers d'années sur la nôtre. Ah oui? Nous encore, on était en balbutiement, Ah ouais. Mais certainement que les gens de la civilisation de Mars ont pu émigrer en direction de la Terre quand Mars est morte et recréer en quelque sorte sur Terre une partie de leur civilisation. La prochaine enquête que tu vas faire en visualisation à distance, ce sera quoi, Michel? Actuellement, je suis aux trousses du comte de Saint-Germain. Le fameux immortel, le comte de Saint-Germain. On en a fait une émission ici sur le comte de Saint-Germain. J'essaye en quelque sorte de le localiser où il est, de le rencontrer. On dit que c'est un immortel. Oui, c'est ce qu'on dit. Qu'il aurait été alchimiste. Qui aurait été alchimiste et qui serait encore de nos jours parmi nous. Je suis sur cette trace-là. En tout cas, à l'époque, on disait, les gens qui l'ont côtoyé, on disait qu'il ne vieillissait pas. Qu'il avait toujours le même physique, malgré les années. Et tu l'as repéré un petit peu ou pas déjà? Je suis en quelque sorte sur sa trace. D'accord. Et il est encore vivant? D'après ce que je vois, oui. Ah bon? Oui, absolument. Ouais. Il est en France? Oui, en France, oui. D'accord. Donc on pourrait imaginer que le comte de Saint-Germain est un immortel. Ah oui, mais je suppose même qu'il est immortel. D'accord. S'il a vécu autant de temps, il doit l'être vraiment immortel. D'accord. Parce que ça remonte à loin quand même, sa naissance. Oui, 16e, 17e, 18e siècle, là, on est dans cette période-là. Et il a traversé les années et il est toujours parmi nous. Et alors, tu vas faire quoi là pour te brancher dessus? Tu vas prendre une gravure, pas une photo de lui, mais un tableau de lui? Non, je vais surtout aller visiter les endroits où il a travaillé et remonter à la source, quoi. Je veux dire, je vais me laisser diriger par les indices que cet endroit va me délivrer. D'accord. Ok. Et là, pareil, tu te connectes dessus. Voilà, je me connecte jusqu'à toucher le comte de Saint-Germain et voir où je peux aller, voir où l'indice me dirige et suivre la route, quoi. Et physiquement, il se passe quoi? C'est-à-dire que tu sens que tu sors de ton corps. Il se passe quoi quand tu fais ces visualisations à distance? Non, c'est pas une sortie astrale. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste des images. Donc t'es chez toi, allongé ou assis? Non, assis comme ici, là, voilà. Et bam, boum, t'as les images qui viennent. Voilà, j'ai plus qu'à me concentrer sur le support photographique qu'on m'envoie. Quand je fais des consultations de voyance, que les gens m'envoient leurs photos, je me concentre sur leurs photos. Ou si une personne me demande de rechercher une personne disparue également sur photo, je m'assis, je prends la photo, je mets la main dessus et je laisse venir les images. D'accord. Et ça marche à chaque fois? Pas toujours. Parfois, j'ai des ratés moi aussi. Je suis pas Superman, donc je réussis pas toujours. Je suis pas à 100% sur toutes les enquêtes. Je fais de mon mieux. Parfois ça va, parfois ça va pas. Michel Genovese est avec moi ce soir pour cette visualisation à distance. On en a vu des choses. L'OVNI de la mer Baltique, la zone 51, l'assassinat de JFK, le trésor des Templiers, les pyramides de Chine, la planète Mars et l'Arche d'Alliance. Michel, merci. Merci à toi. Rappelle ton blog, c'est quoi? Oui, c'est une étrange expérience. Je vais également rappeler que je suis actuellement en train d'écrire un livre
qui va sortir d'ici de la fin de l'année, qui va reprendre un peu toutes mes enquêtes, tout ce qu'on a discuté ce soir, qui s'appellera Dans la vie d'un enquêteur extrasensoriel. Merci mille fois, Michel. Cet entretien, bien sûr, sera, comme d'habitude, réécoutable dès 00h30 sur iTunes ou encore sur l'appli ou sur le site bob-toutelavérité.fr.